Deuxième sommet Russie-Afrique. Le président de la transition est arrivé à la mi-journée dans la ville portuaire de Saint-Pétersbourg, où il prendra part à la rencontre de 2 jours les 27 et 28 juillet. À l'accueil, l'ambassadeur du Mali en Russie ainsi que les autorités de la ville hôte. États généraux du barreau malien, les avocats sont en conclave. Ils réfléchissent sur la situation de leur profession et son devenir. Cette rencontre est une opportunité pour ces professionnels de jeter un regard critique sur le monde judiciaire en général. Sport basketball, les sacrés championnes et les médaillés de bronze de l'Afrobasket des moins de 16 ans en Tunisie 2023 sont de retour. Un accueil chaleureux leur a été réservé à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par les autorités du pays et les responsables sportifs. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition que nous commençons par cette visite présidentielle en Russie. Le chef de l'État est arrivé à la mi-journée dans la ville portuaire de Saint-Pétersbourg. Colonel Assimi Goïta prendra part aux côtés d'une 50aine de chefs d'État au deuxième sommet Russie-Afrique. Il a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Mali en Russie ainsi que les autorités de la ville hôte. Envoyé spécial Yaya Konaté. C'est une visite historique que le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, entame aujourd'hui ici à Saint-Pétersbourg. Historique parce que d'un côté, c'est le premier déplacement du chef de l'État à l'étranger en tant que président de la transition et de l'autre parce que cette visite s'effectue ici en Fédération de Russie, partenaire stratégique du Mali. Il est 15h précise, heure locale, 12h heure de Bamako, quand l'avion présidentiel s'immobilisait à l'aéroport Polkova de Saint-Pétersbourg. À l'accueil, les gouverneurs de la région et de la ville, mais aussi l'ambassadeur du Mali en Fédération de Russie. Salutations d'usage, puis le cortège présidentiel prend la direction de la résidence du chef de l'État. 35 km de route et à l'arrivée, un accueil chaleureux déjà de la part de la population russe aux abords de l'hôtel. Le chef de l'État salue ensuite les corps constitués, les membres de la forte délégation malienne présente au sommet Russie-Afrique, mais aussi la diaspora malienne de Saint-Pétersbourg, largement mobilisée pour l'occasion. Le président de la transition, vous le savez, prendra part ici au deuxième sommet Russie-Afrique autour du thème pour la paix, la sécurité et le développement. Les délégations attendues sont presque toutes présentes désormais et le sommet peut commencer. Ce sera dès demain avec le forum économique et humanitaire et au-delà du sommet, à l'agenda du chef de l'État, de nombreuses rencontres, dont celle très attendue avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. La coopération entre le Mali et la Russie date du temps de l'Union soviétique. Dès les premières heures de l'indépendance, notre pays se tourne vers l'Union des républiques socialistes soviétiques, pays avec lequel des relations sont établies dans plusieurs domaines. Elles connaissent des hauts et des bas en fonction de l'évolution de l'histoire. Aujourd'hui, notre pays renoue avec ce partenaire historique pour une coopération qui donne déjà des fruits. Envoyés spéciaux hier, Konaté, Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Abdul Salam Bambara. Nous sommes le 21 mai 1962. L'Union des républiques socialistes soviétiques déroule le tapis rouge au président Modibo Keïta, le président du Mali, nouvellement indépendant, qui affirme haut et fort son attachement au socialisme, même s'il a choisi pour son pays la voie du non-alignement. Une visite d'une dizaine de jours au cours de laquelle plusieurs accords de coopération seront conclus. Parmi eux, un traité de coopération économique et technique assorti d'un crédit de 40 millions de roubles ainsi qu'un accord d'échange culturel. Peu après, le premier ambassadeur du Mali prenait poste à Moscou. Une visite qui venait donner une nouvelle impulsion à des relations établies dès les premières heures de l'indépendance. En effet, une ambassade soviétique est ouverte au Mali dès janvier 1961, suivie du premier accord de coopération en date du 21 février de la même année. Un accord par lequel le Mali confiait la recherche minière sur son territoire à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Un pays qui participe désormais à de grands chantiers comme le stade Modibo Keïta, l'école nationale d'administration et qui accorde une assistance technique à la nouvelle compagnie malienne Air Mali. Mais c'est surtout dans le domaine de la coopération militaire que l'URSS se distingue en son temps, contribuant largement à l'équipement de l'armée malienne et à la formation de ses officiers. Une coopération militaire qui se poursuivra sous le régime du président Moussa Traoré, tout comme la participation de Moscou à la formation des élites maliennes. C'est ainsi que de nombreux cadres maliens feront leurs études dans les universités des pays soviétiques.
Les premières années de l'ère démocratique coïncideront avec l'effondrement du bloc soviétique et les relations entre la Russie, héritière de l'ex-URSS, et l'Afrique en général connaissent une certaine léthargie. Il faudra donc attendre la fin des années 2000 pour assister à un véritable retour de la Russie sur le continent noir. L'Afrique redevient un élément essentiel de la politique extérieure de Moscou, un processus de réchauffement qui aboutira en 2019 à l'organisation du premier sommet Russie-Afrique tenu à Sochi, sommet auquel participe le Mali. 2019, année de la signature d'un autre accord de coopération non suivi d'effet jusqu'à l'avènement de la transition en août 2020 et à la rectification de sa trajectoire en mai 2021. Depuis, le Mali s'est tourné à nouveau vers ce partenaire historique avec des relations basées sur le respect mutuel. Un partenariat à travers lequel Moscou et Bamako envisagent d'écrire de nouvelles pages de leur coopération au bénéfice exclusif des peuples du Mali et de la Fédération de Russie. Une cinquantaine de journalistes africains a été invités par la présidence russe pour participer au deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique. Au cours de ce sommet, les confrères espèrent la définition d'une nouvelle stratégie de coopération avec le continent pour mieux prendre en compte les vrais besoins de la population africaine. En attendant, les représentants des médias africains ont visité ce matin certains bâtiments et monuments historiques de Saint-Pétersbourg. Parmi ces visiteurs, nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Alou Bekone. C'est sous un ciel nuagé avec une température de moins de 18 degrés que Saint-Pétersbourg ouvre ses portes à une cinquantaine de journalistes africains. Une visite de découverte de la capitale du Nord à travers son histoire et sa culture. Par bus, les confrères admirent les monuments et bâtiments historiques sur lesquels ils ont eu droit à une explication détaillée par une connaisseuse de la ville. Mais c'est le musée d'État d'histoire de Saint-Pétersbourg qui a constitué le point d'orgue de cette visite. Et bien que l'intérieur du musée ne sera pas découvert par les représentants des médias africains, on se réjouit tout de même des explications fournies. C'est la première fois que je visite la Russie. Alors ce tour, c'est très important pour nous, les journalistes, pour mieux savoir la culture de la Russe. Vraiment une culture qui est pleine de choses, de l'histoire et aussi du présent. Le musée d'État d'histoire de Saint-Pétersbourg est le plus grand au monde en termes d'œuvres exposées. Plus de 3000 dont certaines sont venues de l'ancienne Égypte. Un musée construit en 1764, devant lequel une place centrale qui abrite les fêtes nationales de la Russie. Vraiment, je suis très ému. Je suis très content de visiter ce lieu très magnifique. Je vois qu'il y a plus d'affluence ici que d'où on venait. Et j'ai vraiment apprécié l'endroit. Je crois que c'est une place de fêtes, de grandes fêtes, de grands événements. Et juste derrière nous avons le musée. Et franchement, je suis très honoré. Le musée d'État d'histoire de Saint-Pétersbourg est le plus visité de la ville. Les touristes viennent en grand nombre pour découvrir ce lieu chargé d'histoire. Et on ne manque pas d'imagination pour leur donner un goût supplémentaire. La cinquantaine de journalistes africains est à Saint-Pétersbourg pour couvrir le deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique. Pour ce sommet, les attentes des confrères sont précises. C'est la plus importante chose ici, d'avoir amélioré les relations économiques, amélioré les échanges entre les pays de l'Afrique et la Russie. Pourquoi pas parce que on a beaucoup des opportunités dans l'Afrique. Il est temps maintenant que l'Afrique se réveille. Donc j'exhorte tous les Africains à développer un éveil de conscience afin que nous puissions ensemble prendre notre continent en main afin de le développer. À l'issue de ce sommet, espère-t-on ici, la Russie et l'Afrique doivent définir une nouvelle stratégie de coopération pour mieux prendre en compte les besoins des populations respectives, de quoi faire taire également certains discours loin de la réalité. Ce communiqué, après la promulgation de la nouvelle constitution, l'AMSUNEM et la CAFO adressent leurs vives félicitations aux autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
Le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a saisi l'ouverture de la première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour éclaircir certaines situations par rapport aux sanctions prises contre des militaires maliens. Pour lui, personne ne pourra dévier le Mali de sa trajectoire. Nous l'écoutons au micro de Abdul Karim Kaba. Nous allons revenir sur cet élément au cours de cette édition. À présent, nous allons introduire Awa Ditma Kamara. Bonsoir Awa. Bonsoir Salima Tandao. Avec vous, un communiqué. Bonsoir à tous. Merci de votre constante fidélité. Communiqué numéro 56 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition prend note du communiqué de presse par lequel le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives, unilatérales et extraterritoriales contre des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégations infondées. Ces nouvelles mesures contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement viennent malheureusement rallonger la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali au moment où nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. Pour rappel, dans son communiqué numéro 53 du 27 mai 2023, le gouvernement de la transition a mis en garde les autorités américaines après leur avoir rappelé la série d'actes hostiles et provocateurs à l'encontre de notre pays. En outre, le gouvernement de la transition invite les autorités américaines à se remémorer constamment leurs responsabilités dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays qui est consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN en Libye qui a déstabilisé toute la région. À cet égard, il est troublant de constater que les autorités américaines qui font partie de ceux qui ont activement contribué à sa propagation, à la propagation du terrorisme et des armes dans le Sahel avec son lot de victimes en créant le chaos en Libye, soit ceux-là même qui, à défaut d'assurer le service après-vente et de nous aider à relever ce défi, mènent des campagnes hostiles, diabolisent nos partenariats et tentent de saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité en politisant et instrumentalisant les droits de l'homme. Au demeurant, malgré un contexte général difficile, subtilement aggravé pour le Mali à travers la désinformation et la propagande sur fond de manœuvres géopolitiques exacerbées, la volonté inébranlable du gouvernement de la transition demeure la sécurisation du territoire et le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en veillant à la stricte application des trois principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions, tout en dénonçant avec force l'approche agressive des États-Unis d'Amérique contre les autorités et le peuple malien. Le gouvernement de la transition indique que l'adoption de ces mesures sans effet offre l'heureuse occasion de réitérer la fierté du gouvernement et du peuple malien aux militaires injustement ciblés en particulier et à tous les éléments des forces de défense et de sécurité en général pour leur engagement pour la défense de la patrie. Enfin, le gouvernement de la transition saisit l'occasion pour inviter la population malienne à se tenir debout sur les remparts et à redoubler de vigilance face aux tentatives de déstabilisation du pays et aux actes d'agression interne et externe visant la cohésion sociale et l'unité du Mali. Que Dieu bénisse le Mali
et préserve les Maliens. Bamako, le 26 juillet 2023, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Voilà, Salimata Ndao, l'essentiel qu'on pouvait retenir de ce communiqué du gouvernement de la transition. Merci, Awadit Makamara. Je le disais tantôt, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a saisi l'ouverture de la première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour éclaircir certaines situations par rapport aux sanctions prises contre des militaires maliens. Pour lui, personne ne pourra dévier le Mali de sa trajectoire. Nous l'écoutons au micro de Abdul Karim Kaba. Vous avez entendu dans les radios ces derniers moments des soi-disant sanctions contre notre ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air, un autre officier. Mais quand vous entendez, les Africains entendent, ça a peur tout le monde. Mais avant, on a ciblé 2 autres officiers, un au CNT, l'autre, c'est l'un des proches collaborateurs du président, pour nous dire qu'ils sont à la base de ce qui s'est passé à Moura, où le Mali aurait détruit 10% de la population de Moura en quelques jours. Les mêmes messieurs étaient là, on n'a vu aucun rapport. Pendant des années, personne ne peut aller à Moura. Les populations étaient terrorisées, les femmes étaient retirées de leur maison, les enfants, ils reviennent. On obligeait les gens à faire ce que les autres veulent. Nous nous sommes organisés. Les forces armées du Mali, les forces spéciales ont mené une opération d'une très grande intelligence pour détruire plus de 200 terroristes en quelques jours, en quelques heures. Certains ont fui, ils se sont rasés, d'autres sont allés dans les maisons porter des habits des femmes, mais ils n'ont pas échappé. Et puis après, on nous dit qu'il y a un monsieur qui était dans un satellite, je ne sais quelle orbite, qui aurait vu que 10% de la population de Moura a été massacrée et ils étaient tous des peuls. On va sortir ce rapport-là à Genève. Heureusement, notre ministre de la Défense, notre ministre de la Justice, notre ministre des Affaires étrangères ont donné les coups de poing qu'il faut pour que ce rapport disparaisse. Nous avons décidé, avec notre président de la transition, chef suprême des armées, avec notre brillant ministre de la Défense, de changer la donne. Et aujourd'hui, il n'y a pas un coin du territoire national où nous ne pouvons pas agir. Nous avons des avions, des hélicoptères pour faire tout ce qui est nécessaire pour notre pays. Et notre armée est à la pointe de ce combat. Eh bien, c'est cette armée que certains ont décidé de démoraliser en s'attaquant au ministre de la Défense et à celui qui fait la terreur des terroristes, le ministre, le chef d'état-major général de l'armée de l'air. C'est pour cela que nos militaires, notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs d'état-major, notamment ceux qu'on prétend sanctionner, doivent bénéficier du soutien inconditionnel, sans faille des Maliens. Personne ne va nous intimider et nous amener à nous décourager de notre armée. Parce que le schéma, c'est d'isoler les plus braves au Mali. Quand on finit de les éliminer, la masse va crier, vraiment, venez nous défendre. Notre sort dépend de vous. Le sort des Maliens ne dépendra de personne qui viendra d'ailleurs. C'est les Maliens qui vont décider qui va, dans les mains de qui ils vont mettre leur sort. C'est parti depuis ce matin pour la première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel, en Afrique de l'Ouest. Le thème central de cette rencontre est les défis de la construction des marchés régionaux résilients, les produits agro-pastoraux face au choc multidimensionnel. Le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture a salué cette initiative de l'organisation sous-régionale, le SILS. Le point avec Abdul Karim Kaba.
Diagnostiquer et faire des propositions contre l'insécurité alimentaire d'une part et renforcer les liens commerciaux entre les États du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, d'autre part, tel est l'objectif de cette conférence. En clair, il s'agit à travers cette rencontre de définir les stratégies d'action pour renforcer la résilience des marchés ouest-africains et sahéliens afin de contribuer efficacement aux réponses politiques définies face aux défis en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La principale raison qui motive l'organisation de la présente conférence est le rôle de premier plan que jouent les marchés dans la réalisation de notre mandat. En effet, le fait qu'une importante frange de population urbaine comme rurale se procure ses aliments à travers les marchés confère à ce dernier une place centrale et de choix dans la gestion des questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Conscient de cette réalité, le SILS s'est très tôt investi dans les appuis aux pays, aux organisations intergouvernementales et aux partenaires pour leur doter donc de dispositifs nationaux performants de collecte et d'analyse de données sur les marchés pour en cerner le fonctionnement en lien avec la sécurité alimentaire des populations. Offrir une solution idoine aux couches les plus défavorisées afin de garantir leur indépendance est l'ambition du SILS, d'où le thème « Les défis de la construction d'un marché régional résilient des produits agro-pastoraux face aux chocs multidimensionnels, l'insécurité civile, pandémie, changement climatique, perturbation du marché international ». Nous ne devons donc pas perdre de vue l'impact négatif de tous ces facteurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que sur les échanges commerciaux intra-régionaux. Vous conviendrez avec moi que les économies de la région peinent à se relever des conséquences de tous ces facteurs. La région est maintenant confrontée à de nouveaux défis exacerbés par le conflit russo-ukrainien. Ces économies risquent encore d'être touchées par le durcissement de la conjoncture mondiale et une réduction des flux financiers étrangers vers la région. C'est une bonne initiative et les Maliens sont fiers d'accueillir leurs frères pour parler de développement. C'est en ces termes que le Premier ministre a introduit son discours. Le commerce des denrées alimentaires a été toujours au cœur de l'histoire de l'humanité, du processus de développement économique et social. De ce fait, il joue un rôle important dans nos sociétés, j'allais dire, dans l'équilibre et la stabilité de nos sociétés. Malgré tous ces facteurs, dis-je, le Sahel demeure, pour qui y vivent, une terre d'opportunités que nous avons l'obligation de développer de fait. De l'abondance des ressources naturelles, avec des espaces agricoles fertiles, une biodiversité riche, des ressources en eau et un potentiel énergétique solaire. Notons que cette première conférence internationale sur les marchés de l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest entre dans le cadre des festivités marquant la célébration des 50 ans du SILS. Je l'annonçais dans le sommaire, sport afro-basket des moins de 16 ans, Tunisie 2023. Les cadets du Mali, sacrés championnes en filles et médaillés de bronze en garçons, sont de retour au pays. Ils ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou avec les honneurs par les membres du gouvernement et les responsables sportifs. Dans les jours à venir, les reines d'Afrique seront reçues par le président de la transition, nous dit Salifou Ouedraogo. Poignée de main soutenue par des félicitations et des encouragements, les champs féminines championnes d'Afrique et l'équipe masculine médaillée de bronze des moins de 16 ans, Tunisie 2023, accueillis avec tous les honneurs. Avec en tête le Premier ministre et le président du Comité national de la transition, sourire aux lèvres, ont réservé aux reines d'Afrique un accueil digne de leur sacre continental. Rarement dans un pays en Afrique, vous allez voir ça. Un Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement, plus le président du CNT et beaucoup de personnes, le maire de Bamako aussi est là, le gouverneur est là. On peut dire que c'est de la fierté pour nous. Ça nous pousse à continuer à travailler. On doit continuer à travailler pour mériter de la nation. Les reines du jour et leur encadrement se réjouissent de la portée de cet accueil et s'engagent à poursuivre sur cette lancée. On ne s'attendait pas
d'être accueillis de telle sorte. On a été très contente. Ça va nous pousser à beaucoup travailler et d'apporter d'autres trophées aussi. Ces trophées, on dédie à l'ensemble du peuple malien et à toute l'Afrique. Le nouveau ministre en charge des sports, tout heureux, rassure qu'il va œuvrer à promouvoir le sport malien en général et la balle au panier en particulier. Ce trophée est une bénédiction. Les filles, elles sont exceptionnelles. Vous savez, elles nous ont donné beaucoup d'émotions. C'est plus que du sang neuf, c'est de l'espoir qu'elles sont en train de créer pour ce pays. Elles doivent être fières, le peuple est fier, leurs familles sont certainement également très fières d'elles et elles n'ont qu'à garder ce cap-là et nous espérons un jour apporter encore beaucoup plus de médailles et avoir pourquoi pas la mondiale un jour, on ne sait jamais. Elles nous ont honorés, elles ont honoré tous les Mali et c'était tout à fait normal aujourd'hui que nous venons les accueillir. Nous voulons en même temps leur manifester notre gratitude et toute notre reconnaissance pour cette coupe. Ils nous ont donné de la fierté. Ils nous ont fait revivre les meilleurs moments de la vie de beaucoup de nous. Il y a qui attendaient ce jour il y a longtemps. Tous les peuples aiment ça et nous avons été très heureux avec ce que vous avez fait. Et le président va vous le dire de vive voix dès son retour. La cérémonie a pris fin par l'intonation de l'hymne national, la communion et l'ambiance festive avec les supporters. Nos félicitations aux deux équipes. Ce communiqué, l'amicale des anciens sportifs des communes 1, 2 et 3 de Bamako félicite l'équipe nationale de basketball U16 filles pour son 8e sacre consécutif à l'Afro-CAN de la catégorie. Elle félicite également l'équipe nationale U16 garçons pour la 3e place qu'elle a occupée à l'Afro-CAN de sa catégorie. L'amicale des anciens sportifs des communes 1, 2 et 3 salue la qualification des équipes nationales U16 filles et garçons à la Coupe du monde de leur catégorie. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI et la Cour suprême font une synergie d'action. Les deux services pour être davantage performants dans la lutte contre la délinquance économique et financière ont initié un cadre d'échange pour mieux coordonner leurs actions. Les détails avec Ali Djumatina. Autorité administrative indépendante exerçant des compétences de premier plan en matière de prévention, de contrôle et de lutte contre l'enrichissement illicite, le CLEI rend visite au parquet général de la Cour suprême pour une séance de travail. Les deux structures fortement engagées dans la lutte contre la délinquance financière entendent coordonner davantage leur collaboration. Le CLEI agit à travers des rapports d'enquête qu'ils font parvenir à l'autorité chargée des poursuites pénales que constitue le parquet général de la Cour suprême. Donc, nous plaçons sa visite dans un contexte majeur de synergie d'action entre les structures chargées par la loi de lutter contre la délinquance économique et financière. La Cour suprême, à travers le parquet général, est un partenaire privilégié de l'OCLEI qui trouve opportun le cadre de concertation en vue de l'atteinte des objectifs. Ce cadre nous permet d'informer les autorités du parquet général sur nos procédures, nos investigations, comment nous les menons, en particulier comment nous respectons le droit constitutionnel qui est le droit de propriété, le droit au contradictoire, au respect du contradictoire, le droit de la défense, pour que nos dossiers soient consistants, mais qu'ils soient conformes aux lois. Et en retour, nous allons pouvoir recueillir du procureur général et des autres membres du parquet général des orientations, des conseils, des observations pour améliorer davantage la qualité de nos dossiers. La politique pénale qui est menée au niveau suprême va être réorientée désormais dans un sens beaucoup plus efficace que par le passé, rassure le procureur général de la Cour suprême. Le président du Conseil économique, social et culturel a accordé ce mercredi une audience aux responsables de la société B2Gold et aux acteurs de la bioénergie accompagnés du directeur de l'ANADEB. Les précisions avec Mamadou Fane.
Les mines et l'énergie au cœur de la journée d'audience du président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Le président Yacouba Katile a tout d'abord accordé une audience à la société B2Gold venue faire le point sur les recommandations de la dernière mission du Conseil à Fécola en avril dernier. C'était une visite de courtoisie, pour remercier le Conseil qui a travaillé avec les communautés. Nous avons plusieurs projets en cours. Un des projets phares que nous avons actuellement, c'est un projet intégré dans le secteur agricole de développement de 70 hectares où il y aura plusieurs activités dans le domaine agricole pour renforcer le moyen de subsistance des populations de nos zones où nous intervenons. La deuxième audience du président du Conseil économique, social et culturel est celle accordée au président de l'Alliance pour l'acquisition propre et la Confédération des producteurs de pourguerre et autres énergies propres du Mali. Il a été question de la promotion des bioénergies au Mali. Il y a un bon moment, c'est venir exposer nos problèmes par rapport à l'acquisition du bioéthanol, de l'éthanol produit par Nsukala et Soukala. Et cet alcool est produit chez nous, pour lequel on a créé nos entreprises, élaboré nos business plans. On n'arrive pas à l'avoir localement, on est obligé d'aller à l'étranger alors qu'on a un alcool de meilleure qualité, mais malheureusement qui coûte très cher comparé aux alcools des voisins. Et lorsque nous partons en tant que Maliens, on nous donne des prix unitaires auxquels nous ne comprenons pas, autour de 1000 francs CFA le litre. Alors que nous entendons à gauche et à droite, si l'alcool est exporté, elle est exportée à des coûts moins de 500 francs le litre. Le président du Conseil économique, social et culturel a salué les efforts de l'ANADEB qui accompagne les différentes fêtières dans la promotion de l'énergie propre dans notre pays, confronté aux effets néfastes des changements climatiques. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est rendu ce matin dans des structures en lien avec son département. À travers ce déplacement, le ministre Alhamdou Ak Ilien s'est imprégné des difficultés et du mode de fonctionnement du quotidien national, l'essor de la maison de la presse du sud de Tamani et du complexe numérique. Le point avec Fousseni Tunkara. Un comité d'accueil dans la cour du quotidien national l'essor à l'honneur du nouveau ministre de la Communication. Un ministre qui s'active auprès des services en lien avec son département pour cerner les préoccupations et comprendre les fonctionnements. Ici, à la MAP, il a pu comprendre que 5 000 à 6 000 exemplaires de journaux sont tirés par jour. Comme préoccupation, les responsables de l'agence ont souligné l'approvisionnement difficile en intrants d'imprimerie, le manque d'ordinateurs appropriés pour les agents, le problème de subvention, entre autres. J'ai vu l'essor qui est produit dans des conditions très difficiles. J'ai vu aussi au niveau de la conservation des images, des photos, qui sont des photos très importantes pour l'histoire de notre pays et même au-delà, qui sont conservées dans des conditions difficiles. Donc ensemble, nous allons travailler et les travailleurs aussi sont dans des conditions très très difficiles au niveau matériel. Et donc tout cela, il y a du travail et moi je suis venu pour apporter ma contribution. La maison de la presse, vestibule des hommes de médias du Mali, a aussi reçu la visite du ministre de la Communication. À travers un bref exposé, le président de la maison, qui sert d'interface entre les pouvoirs publics et la presse, a souligné l'engagement de son entité à prôner l'intérêt du pays. Pour lui, l'urgence est l'adoption des textes soumis à l'approbation du département qui aborde plusieurs points. La volonté d'aller vite des bénéficiaires et celle de l'administration ne sont pas les mêmes. On ne fait pas la même vitesse. Donc eux-mêmes, ils sont associés, ils sont au courant qu'au niveau du département, beaucoup de textes sont en voie d'élaboration et les concertations se passent très bien. Et je pense que nous sommes bientôt vers la fin de la construction de ces textes qui vont être accélérés au niveau des circuits d'approbation bientôt. Les questions numériques font partie des prérogatives du ministre Ag Ilien. Voilà pourquoi cette visite a été élargie au complexe numérique de Bamako, une structure qui a pour mission de dynamiser le secteur numérique avec comme slogan « Innover, accélérer et s'envoler ». Autour de la table, les responsables du complexe ont présenté un projet intitulé « Projet d'appui à l'innovation technologique et l'entrepreneuriat numérique ». Je pense que c'est un projet futuriste et puisque je suis un ministre qui pense que le numérique c'est l'avenir du monde, c'est un projet à soutenir et c'est un projet ambitieux
Et il faut être ambitieux aussi pour réussir. J'ai noté aussi que le Mali avait pris beaucoup d'avance au niveau des textes et dans certains domaines du numérique, mais que nous avons eu des arrêts qui nous ont fait accuser des retards. Et donc je vais m'employer avec mes collaborateurs ici présents pour combler ces retards et faire des grands bonds en avant. Et ce projet, je crois, fait partie de ce qui doit être un des instruments de ces grands bonds en avant. Au voisin de la Maison de la Presse, le personnel du studio Tamani a reçu l'encouragement du ministre de la Communication, une plateforme qui accueille plusieurs jeunes journalistes maliens depuis 2013. Elle relaie ses émissions dans différentes langues nationales à travers plus de 90 radios du pays. Visite également du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population ce matin dans des structures relevant de son département. Il s'agit entre autres de l'inspection du domaine et des affaires foncières et de la Direction générale de l'administration des biens de l'État. Cette visite a permis au ministre de partager la vision du département avec ses services et de s'imprégner des contraintes auxquelles les travailleurs sont confrontés. Le point avec Bemba Sibi Chidé-Camara. Mieux vaut voir une fois qu'entendre 1000 fois. Cette assertion, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population l'a appliquée au sens propre. Ceci en visitant cette structure sur 16 qui relève de son département. Partager avec eux les visions des plus hautes autorités, donc la mission qui nous est confiée, qui est de satisfaire au mieux de nous-mêmes les aspirations, les préoccupations des populations maliennes. Voilà, donc dans les domaines qui relèvent de notre compétence en matière d'urbanisme, d'habitat, de gestion des biens de l'État. Cette visite a également permis au ministre de toucher du doigt certaines contraintes auxquelles les travailleurs font face. Des problèmes de groupes électrogènes au manque de personnel et d'équipement, en passant par l'occupation illicite des logements sociaux et ces sites. Les gens ils travaillent souvent dans des conditions difficiles. Voilà, ça il faut le reconnaître. Mais nous verrons ensemble en fonction des moyens de l'État ce qui peut être fait. Mais d'ores et déjà, notre propre engagement, c'est le meilleur moyen. Voilà. Et j'ai trouvé des collègues qui sont engagés vraiment à faire de leur mieux. Maintenant, les ressources que l'État pourra dégager permettra de faire encore mieux. Voilà. Donc tous les problèmes soulevés vont être examinés vraiment et Inch'Allah, nous trouverons des solutions parce que ce ne sont pas des problèmes qui sont au-dessus de nos moyens. Et l'une des premières solutions à ces problèmes, selon les ministres, c'est de respecter les lois et règlements du secteur et gérer convenablement les biens de l'État, ce qui est un bon indicateur de bonne gouvernance. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé la cérémonie de remise de 121 motos aux bénéficiaires du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2. C'est une initiative de la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement malien. Ces engins vont faciliter la mobilité des éleveurs, leur permettant ainsi de mieux surveiller leurs troupeaux et d'accéder plus rapidement à des pâturages. Agibou Koulibaly, Idrissa Traoré. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2 Mali, vise à soutenir et renforcer le pastoralisme au Mali. Ces 121 motos, bien plus qu'un simple moyen de transport, symbolisent un nouvel élan pour l'élevage dans la région du Sahel. Après une première phase de 6 ans, 2016-2021, le gouvernement du Mali et de la Banque mondiale, à l'instar des autres PRAPS, des autres pays, ont décidé de financer une deuxième phase pour essentiellement contribuer à la pérennisation des acquis de la première phase et améliorer davantage le niveau de vie des bénéficiaires par la diversification, l'élargissement de la gamme des produits et services et aussi leur qualité et l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Pour le ministre de l'Élevage et de la Pêche, cette continuité est perçue comme un gage de réussite et de durabilité pour l'amélioration des conditions de vie des éleveurs dans la région. Aujourd'hui, le PRAPS 2 Mali, qui s'inscrit dans la dynamique de la pérennisation des pertinents acquis de la première phase, demeure sans nul doute l'un des projets phares du département de l'élevage et de la pêche. Couvrant 459 communes, le PRAPS 2 Mali se distingue également de par la pertinence et la diversité de ses réalisations, résultats prévus et attendus
et de sa stratégie de mise en œuvre basée sur le faire-faire. Les éleveurs pourront désormais accroître leur productivité, améliorer leurs conditions de vie et participer activement au développement économique durable de leur communauté. Les avocats maliens en conclave pour réfléchir sur le devenir de leur profession en particulier et du monde judiciaire en général. Les états généraux du barreau malien sont l'occasion pour eux de jeter un regard critique sur la situation de leur profession et tracer un nouveau chemin pour son futur. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre. Ce dernier a saisi l'occasion pour évoquer quelques sujets brûlants de l'actualité. Aloussene Touré pour le compte-rendu. Pas de robe noire pour la circonstance, mais de costume, cravate et boubou amidoni. Pourtant, nous sommes bien dans la famille des avocats. Les États généraux du barreau, un projet phare de la mandature du nouveau bâtonnier, sont des circonstances. Occasion pour les uns et les autres de jeter un regard rétrospectif sur l'évolution du métier et définir les voies et moyens de son épanouissement. Sont donc une démonstration de la prise de conscience de la part des avocats qu'après plusieurs décennies, il était temps de faire ensemble l'évaluation du parcours et de proposer des réajustements et des projets pour notre barreau, car c'est uni que nous pouvons consolider notre profession. Cela suppose et impose que le passé soit connu, que les conditions d'exercice, dans le cadre d'une déontologie exemplaire, soient correctement pratiquées, dans la liberté et l'indépendance. Ces efforts doivent nous rassembler pour la sécurité juridique de tous. Pour sa part, le chef du gouvernement a exprimé ses encouragements au barreau et a exhorté les avocats à formuler des recommandations pertinentes visant à opérer de grandes réformes dans l'exercice de la profession et dans le monde judiciaire en général. Un forum sur les états généraux du barreau du Mali se tient dans un contexte marqué par la refondation de l'État, conformément aux résolutions et conclusions des assises. L'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace, à laquelle les citoyens font confiance, passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif du comportement des acteurs de la justice dans tous les segments. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager des mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice. C'est ainsi que ce forum de l'ordre des avocats mérite tous les encouragements des plus hautes autorités du pays. Le chef du gouvernement a également saisi l'occasion pour commenter quelques sujets de l'actualité brûlante. J'ai parlé 2 fois. Lorsque j'ai parlé à 2 occasions, le mardi 11 juillet et le jeudi 13 juillet, devant les membres du sincère ANR et réunis devant le nouveau gouvernement et au séminaire gouvernemental devant tous les ministres, voici ce que je leur ai dit. Nous avons passé un temps à nous battre, à restituer au peuple son honneur et sa dignité, à recouvrer notre souveraineté, à avoir une armée. Nous l'avons fait. À faire entendre notre voix qui sonne dans le concert des nations. C'est fait. Ne dormons pas sur les lauriers. Occupons-nous des questions de développement économique et social. Approvisionner la population en denrées de première nécessité. Ce n'est pas de ça que j'ai parlé. C'est une population qui a faim. Même si vous la libérez, elle est libre, après elle cherche à manger. Si vous ne pouvez pas lui donner à manger, il va dire que la liberté ne lui suffit plus. Il va vous chasser. Qu'est-ce que j'ai dit? Développement économique et social. Construire les infrastructures pour que le pays se développe. Heureusement que le président de la transition, dans son désormais historique voyage à Cannes, leur a porté un coup fatal et cinglant. Les États généraux du barreau malien, qui devraient formuler une série de recommandations devant aboutir à des changements qualitatifs dans l'exercice du métier d'avocat au Mali, se termineront demain.
Les enjeux et défis liés à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, le sujet fait l'objet d'un panel organisé par le Conseil national de la société civile du Mali. Jules Sambo Sissoko. Les questions d'intérêt national ont toujours mobilisé les énergies au sein du Conseil national de la société civile du Mali. Aujourd'hui, le Conseil se prononce par de fortes contributions sur les enjeux et défis liés à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L'objectif général est d'échanger sur l'état de mise en œuvre de l'accord d'Alger, les goulots d'étranglement et les risques majeurs en vue de proposer des initiatives de relance de la société civile du Mali. Avec le retrait de l'aménagement, il est bon que la société civile se prononce sur cet accord et ensemble dégager une position commune par rapport à cet accord. Au cours de ce panel, les 4 principaux piliers de l'accord en question ont été passés en revue et les avancées majeures ainsi que les difficultés rencontrées, sans oublier les défis à relever. De retrait de l'aménagement, il appartient à nous Maliens de voir quel départ nouveau on fera dans ce processus. Je pense que l'ultime étape maintenant est de faire en sorte qu'on puisse parachever le processus DDR. Les recommandations issues de ce cadre d'échange du Conseil national de la société civile du Mali seront transmises aux autorités de la transition. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a présidé hier la clôture du programme d'accompagnement des organisations paysannes et de développement du système du marché durable. C'est une initiative de Helvetas Mali, cofinancée par la coopération suisse à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Reportage Agibou Koulibaly. Après 10 ans d'exécution, ce programme a obtenu des résultats probants dans la production, la transformation, la commercialisation des produits agricoles. Mon souhait est que les organisations paysannes fêtières qui ont participé à ce programme puissent continuer au-delà de ce projet à offrir des services de qualité à leurs membres. Je souhaite aussi que les entreprises qui ont commencé à transformer les produits agricoles aillent plus loin encore dans leur dynamique jusqu'à créer beaucoup plus d'emplois et beaucoup plus de richesses liées à la valeur ajoutée des produits agricoles. La coopération suisse exprime son engagement à continuer d'accompagner le Mali dans le secteur de l'agriculture. Nous avons, avec le gouvernement malien, le 1er juin 2023, signé un mémorandum d'entente pour un nouveau programme pays pour une durée de 4 ans, avec un volume financier d'environ 186 millions de francs suisses, qui est une base pour pouvoir soutenir encore et encore et encore le gouvernement malien, les politiques et les stratégies maliennes. Le représentant des organisations paysannes a souligné la longue collaboration avec la coopération suisse pour fournir des informations importantes aux paysans sur le terrain. Il exprime la symbiose entre tous les acteurs intervenant dans le secteur agricole. Les autorités se disent ouvertes à la signature d'une nouvelle coopération qualifiée d'état des lieux. Et moi, je pense que c'est un atelier de clôture. Atelier de clôture qu'on doit considérer aussi comme atelier d'ouverture pour la nouvelle convention qui a été signée. Donc pour moi, c'est un événement vraiment de joie. Comme le directeur pays l'a dit, quand on parle de clôture, on se pose la question de quoi demain sera fait. Mais si on a déjà une vision pour le futur, je pense que ça, c'est déjà important. Une convention est déjà là. Ce programme d'accompagnement des organisations paysannes et le développement du système du marché durable a concerné les régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Caille. La validation du rapport national de la conférence internationale sur la population et le développement plus 30, couplée à la déclaration de Addis Abeba sur la population et le développement plus 10, est au centre d'une rencontre. On en sait plus avec Jules Sambo Sissoko. Le rapport national pour la conférence internationale sur la population et le développement, CIPD plus 30, et la déclaration d'Addis Abeba sur le même thème, DAAPD plus 10, mettent l'être humain au centre de toutes les attentions et initiatives. Je voudrais vous inviter à rendre plus actifs et plus opérationnels
les insuffisances décelées lors de cet atelier dans notre processus de développement. Il est important de souligner l'importance des programmes qui visent à améliorer la santé reproductive, la santé maternelle et reproductive, la promotion de l'égalité des genres pour accroître l'accès à l'éducation et aux services de santé et sociaux de base. La rencontre de validation du rapport en question est l'aboutissement d'un processus inclusif qui répond à des engagements du gouvernement de la République du Mali. Le rapport a pour but d'évaluer les progrès accomplis, les difficultés rencontrées, les enseignements acquis et les grands défis pour le Mali dans le domaine de la population, développement au cours des 5 dernières années. Le rapport, une fois validé, fera l'objet d'une communication aux autorités du Mali. Les responsables de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali et ceux de la cellule sectorielle de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et les hépatites virales sont désormais engagés dans un processus d'amélioration des bases de données sanitaires au Mali. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre ces acteurs tenue à Ségou, compte rendu Fousseni Samaki. Ces 3 jours d'échange ont permis aux responsables du secteur privé, aux thérapeutes et autres experts en santé venus de différentes régions et du district de Bamako, d'élaborer un plan de partenariat renforcé. Cela dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et les hépatites virales. Ça pourra nous faciliter de suivre aussi les activités du secteur privé, de les aider à les coordonner et à les planifier pour le bénéfice de la population malienne. Et l'État va savoir quels sont les déficits afin d'aider à donner plus d'outils de collecte et à former des agents. Ainsi, cette rencontre permettra d'améliorer l'implication formelle du secteur privé dans la lutte contre ces maladies. Les objectifs assignés étaient de faire le point du partenariat public-privé dans le secteur de la santé et du développement social. C'est avec un grand honneur que nous observons aujourd'hui que cet objectif est atteint. Ces échanges vont servir à améliorer les processus de dépistage, de suivi et de traitement de la tuberculose et le VIH-Sida au Mali. Nous restons à l'intérieur du pays. En 3e région, 75 pupilles de la nation sont en visite dans la capitale du Kénédougou dans le cadre des activités des vacances 2023. L'objectif est de faire découvrir Sikasso, les milieux Mianka et Sénoufo, les cultes et les chefferies traditionnelles. Urubala Diabaté, Daouda Konati. C'est le centre Sénoufo de Sikasso qui a constitué la première étape de cette visite de l'Office national des pupilles du Mali. Autre lieu visité par les pupilles de la nation, ce sont les grottes de Missirikoro. Là, les visiteurs du jour ont découvert les endroits réservés à la tradition, le vestibule et la mosquée naturelle. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités des vacances 2023 de la structure. J'ai vu qu'il y avait plein de choses concernant l'histoire et tout. On est même rentré dans une grotte et on a pu voir la carte de l'Afrique. On nous disait qu'il y avait certaines personnes qui restaient, qu'on leur apportait à manger et à boire. Vraiment, c'était magnifique. Je constate qu'on apprend beaucoup de choses avec tous les grottes et les guides qui nous expliquent bien les histoires, les légendes et tout. Les 75 pupilles de la nation en déplacement à Sikasso ont été choisis en fonction des critères de performance. L'objectif, c'est de les faire découvrir Sikasso, le milieu de Sikasso, Minyanka, Sénoufo, et aussi les objets de culte et les chefferies traditionnelles. Les activités des vacances 2023 de l'UNAPUMA se poursuivront avec la visite du Mamelon, du musée, une sensibilisation de masse, une caravane et la plantation d'arbres. Ici, à Bamako, la place d'armes du 34e régiment du génie militaire a abrité ce mardi la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH-Sida. C'était en présence de la hiérarchie militaire, Aliou Abdoulaye Touré. Préparer une armée sans VIH ni SIDA, telle est la conviction des autorités militaires. C'est pourquoi l'opération a réuni pour la circonstance les officiers, les sous-officiers et militaires du rang. Le commandant du génie militaire a exprimé toute sa satisfaction pour l'intérêt que revêt cette campagne de dépistage. Lutter contre le sida nécessite avant tout des actions de sensibilisation et de dépistage. C'est pourquoi
la cellule de lutte contre le sida du ministère de la Défense et les anciens combattants et les services de santé des armées ont pris cette mission comme cheval de bataille. Le médecin-chef du service de santé des armées a rappelé que depuis 2003, sa structure est activement engagée auprès du ministère de la Santé dans la prévention et la lutte contre le VIH avec à la clé des résultats. Entre autres part, un personnel médical qualifié dans la prise en charge avec une file active actuelle de plus de 500 personnes vivant avec le VIH, militaires et civils, une amélioration des capacités du laboratoire, en l'occurrence la réalisation de la charge virale dans un délai très raisonnable. Malgré ces résultats fort encourageants, des difficultés demeurent. L'insuffisance de personnel qualifié, la nécessité d'une formation continue du personnel, et l'insuffisance des locaux et des équipements biomédicaux. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage du sida dure 5 jours. Pour agrémenter le lancement de la journée, un sketch sur l'importance du dépistage du VIH a clôturé la cérémonie. Littérature. 2 nouvelles publications. La première, vous allez la voir tout à l'heure, sur la bonne voie. Isiaka Sidibé, enseignant au Prytanée militaire de Kati, en est l'auteur. L'ouvrage compte 138 pages. C'est un recueil de nouvelles qui parle entre autres des expériences de la vie, du recours aux connaissances, du besoin d'aller vers l'autre et de l'art de la patience. Le livre a été publié par Sava Éditions le 14 juillet dernier. Et la seconde publication s'intitule « L'audit de la performance, un outil d'évaluation du contrôle de gestion ». L'œuvre est une inspiration de Moriba Tunkara, ancien inspecteur des finances de la Direction générale du budget du Mali. Il nous parle de certaines circonstances qui plongent l'humanité dans une impasse s'agissant là des ressources publiques qui sont de plus en plus rares, tandis que les demandes sociales sont croissantes et les populations qui sont beaucoup plus vigilantes et exigeantes. Édité par l'Harmattan, le bouquin compte 238 pages. Page noire. Nous l'avons appris cet après-midi, le décès de Moussa Traoré, dit Taras, à l'âge de 82 ans, des suites d'une maladie de courte durée. Taras a longtemps animé l'émission Salsa sur l'ORTM. Ses obsèques sont prévues demain jeudi à Kalavankoro. Paix à son âme. Voilà, Taras, qui animait l'émission Salsa sur l'ORTM, n'est plus. Ses obsèques auront lieu demain à son domicile à Kalavankoro. Que son âme repose en paix. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale.